Bonsoir à tous, lundi 11 septembre, bienvenue dans le journal de TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Les élections sénatoriales approchent, c'est au programme le 24 septembre. Les listes sont révélées progressivement et les centristes de l'UDI et du MoDem font front commun pour le scrutin dans le département. Ils viennent de lancer leur campagne. La CGT appelle demain à une journée d'action nationale contre la réforme du Code du travail, mobilisation qui se prépare également dans les rangs yvelinois. Nous recevons sur ce plateau Sonia Porot, secrétaire départementale de la CGT 78. Et puis, interview exceptionnelle dans ce journal, Zeb s'est confié à TV 78. Le père de Titeuf était vendredi dernier à la Lanterne à Rambouillet pour une interview dessinée. C'était la rentrée de l'enseignement supérieur ce matin. L'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines organisait à cette occasion une matinée language dating à la maison de l'étudiant Martha Pan de Guyancourt. Objectif, faciliter l'arrivée des nouveaux étudiants étrangers. Cela vient clôturer une semaine d'intégration à l'UVSQ. Propos recueillis par Mélanie Poquet. C'est vraiment une activité un peu comme le speed dating où du coup ils vont rencontrer des gens, d'autres étudiants français, parler autour des langues et essayer éventuellement de trouver ce qu'on appelle un buddy, donc c'est-à-dire un étudiant français qui va l'accompagner et l'aider pendant le déroulement de ses études. Mes cours commencent demain, donc je veux rencontrer des autres personnes parce que je suis un peu nerveuse, donc c'est utile. Pour quelqu'un qui arrive, c'est très compliqué. Beaucoup de choses pour s'inscrire, beaucoup de choses pour avoir des papiers, des choses comme ça. Donc c'est très important. Chaque année, 1800 à 2000 étudiants étrangers font leur entrée à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Eux aussi se rassemblent, mais c'est en politique. Contrairement aux législatives, l'UDI et le MoDem présentent une liste commune pour les sénatoriales dans les Yvelines. Le scrutin se tient le 24 septembre et cette union centriste vient de lancer sa campagne dans le département. Les détails avec Nicolas Dandry. Une union des centristes dans les Yvelines, le MoDem et l'UDI ont formé une liste commune pour les élections sénatoriales. Une alliance différente des élections législatives, l'UDI était allié aux Républicains, le MoDem à la République en marche. Moi j'aurais souhaité faire une liste d'union. Je pensais que pour un scrutin comme les sénatoriales, ça avait du sens de se réunir. Nous avons essayé depuis plusieurs mois de faire une liste commune avec la République en marche. Il s'est trouvé que pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas fait. À notre grand regret, nous avons essayé plusieurs fois d'avoir des contacts et de nous mettre sur une liste commune. Ça ne s'est pas fait. Intitulée « Nos territoires au cœur du projet national », cette liste présente des élus ancrés localement sur l'ensemble du département des Yvelines. Chacun avec sa spécialité. On retrouve notamment Laurent Mazory et Georges Beliaef, deux élus centristes de Saint-Quentin en Yvelines. Ce qui m'intéresse sur cette liste, c'est justement la possibilité de pouvoir travailler et faire remonter des idées qui viennent du terrain et donc pouvoir les exposer au niveau du Sénat. Avec un projet focalisé sur la commune, le but est de réconcilier les zones rurales avec les territoires urbains et des propositions en termes de finances publiques locales. Si on partage une grande partie des réformes du président Macron, je pense que notamment sur le volet fiscal, il faudrait que ce soit modifié. Je préférerais qu'on reparte sur un vrai pacte fiscal et qu'on l'inscrive dans le marbre de la Constitution de manière à garantir aux communes les moyens de leur existence, tout en leur laissant aussi un levier de fiscalité locale. Objectif pour l'Union des centristes, obtenir au moins 2 sièges au Sénat. Face à eux, 11 autres listes. Les élections sénatoriales se tiendront le dimanche 24 septembre. C'est un peu la mode du moment, créer son mouvement politique. Valérie Pécresse, elle a lancé hier Libre. Depuis la butte d'Orgemont à Argenteuil dans le Val d'Oise, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France entend proposer une troisième voie entre la droite dure et les constructifs. Elle souhaite un courant ferme et social et réformateur. Plus de 2000 personnes étaient présentes pour ce lancement, parmi lesquelles des élus Les Républicains. 75 ont d'ailleurs apporté leur soutien à Valérie Pécresse, dont les Yvelinois David Douillet, Othman Nasrou et Nicolas Dainville.
C'est la première grande mobilisation sociale depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La CGT appelle demain à une journée d'action nationale pour s'opposer à la réforme du Code du travail. Les ordonnances qui vont réformer ce Code du travail ont été présentées pour rappel le 31 août dernier par le Premier ministre Édouard Philippe. Et des cortèges de toute la France vont venir défiler dans les grandes villes. C'est le cas à Paris où des Yvelinois vont se rendre demain. On en parle avec notre invitée Sonia Porot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale de la CGT 78. Première question. Quels sont les objectifs de ce rassemblement? On l'a compris, protester contre la réforme du Code du travail. Mais qu'espérez-vous finalement de cette journée d'action demain? D'abord, enclencher une vraie dynamique de mobilisation, à la fois sur les ordonnances, qui sont la prolongation de la loi travail contre laquelle on a beaucoup mobilisé l'an dernier, et puis également sur d'autres sujets qui vont venir dans l'agenda, la réforme des retraites, l'assurance chômage, et puis les salariés dans les entreprises, les retraités, les chômeurs, les précaires ont énormément de revendications aussi spécifiques, et c'est aussi l'occasion de se faire entendre sur ces revendications-là dans leurs entreprises ou leurs localités. Plusieurs thématiques donc, et ça remonte bien avant l'élection d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, c'est dans la continuité finalement de la protestation contre la loi travail. Et effectivement, et tout le travail qu'on a mené pendant la loi travail pour expliquer l'inversion de la hiérarchie des normes qui va se généraliser avec les ordonnances porte ses fruits, et il y a vraiment une mobilisation qui s'annonce d'ampleur. On a 8 cars remplis qui vont partir de 5 villes des Yvelines pour aller à la manifestation parisienne. Finalement, pourquoi ce timing? On l'a dit, les annonces ont été faites le 31 août par Édouard Philippe. C'était important de vite se mobiliser, de vite répondre à ces ordonnances. Oui, le gouvernement a fait les choses dans l'urgence, non pas avec une vraie négociation où tout le monde est autour de la table, mais des séries de petites réunions avec chaque organisation séparément. Donc on savait dès avant la rentrée quand même la philosophie du texte, et on souhaitait donc mobiliser rapidement. Et pour une journée d'action si proche de la rentrée, ça s'annonce assez fort. Est-ce que Sonia Porot, vous regrettez aussi le manque d'union peut-être des syndicats autour de ce mouvement? Alors on l'a dit, appel principalement de la CGT, même s'il y a également avec la CGT Solidaire, FSU et l'UNEF. Est-ce que c'est pour vous, vous pensez que c'est une faiblesse pour cette mobilisation? La CGT cherche toujours à créer l'unité, et on a eu encore au niveau national une réunion avec l'ensemble des organisations qui toutes se sont dites déçues ou critiques par rapport aux ordonnances à des niveaux différents. Dans la région Île-de-France, on a FO également qui appelle, comme dans beaucoup d'autres départements. La CFE-CGC est aussi également critique. Donc il n'y a pas non plus, il y a quand même un mouvement qui est assez large de contestation des projets actuels. Oui, mais pas non plus d'appel à la mobilisation avec la CGT demain. Il y a quand même 5 ou 6 organisations en Île-de-France qui appellent, c'est pas rien, et on va continuer à construire parce que dans les entreprises, de nombreux militants locaux, d'autres organisations partagent nos critiques et notre besoin de mobiliser. Alors vous l'avez évoqué un petit peu juste avant, comment ça va s'organiser pour les Yvelinois, pour la CGT des Yvelines, des départs de cars vers Paris demain? Voilà, on a 9 unions locales dans les Yvelines, et la plupart organisent donc des cars qui vont se rendre à la manifestation, ce qui permet aussi d'échanger des nouvelles. Il y a des départs prévus en train, il y a des cars organisés par des syndicats d'entreprises comme AEDF, GDF. Donc vraiment une mobilisation qui fait suite aussi à beaucoup d'heures d'information, d'AG avec les salariés dans les entreprises. Et ça, c'est important qu'on associe le plus grand nombre de travailleurs à cette mobilisation. Justement, vous parlez d'information. Ce soir, la CGT 78 anime un débat décryptage sur les ordonnances de la loi travail. C'est à partir de 18h30 dans vos locaux de Trappes. Quelle est l'idée d'ailleurs? C'est de faire aussi de la pédagogie sur ces ordonnances, aider à les faire comprendre aux militants et même aux autres Yvelinois? Oui, parce qu'il y a des conséquences très concrètes, et contrairement à ce qu'annonce le gouvernement, c'est pas du tout un renforcement de la protection des salariés. Bien sûr que le Code du travail actuel ne nous satisfait pas. On a des propositions pour un Code du travail du 21e siècle pour améliorer les droits des salariés, notamment face à la précarité. Mais là, ça va donner vraiment une latitude extrême à l'employeur dans l'entreprise, que ce soit au travers d'accords d'entreprise qui vont pouvoir déroger aux conventions collectives, au Code du travail,
travail. On pourra modifier le contrat de travail d'un salarié sans son accord, et s'il refuse, il est licencié sec. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent avoir des impacts très concrets. Les conventions collectives, elles permettent un socle commun à l'ensemble des salariés d'une branche, d'un même secteur. C'est important pour éviter la concurrence par le bas. Et vous estimez aussi que derrière ces annonces, il y a peut-être un peu de choses compliquées. Il faut donner aussi les clés pour bien comprendre ces ordonnances ? C'est sûr, quand on lit des fois juste les grands titres, c'est pas toujours simple de comprendre les applications concrètes. Donc c'est ce qu'on souhaite montrer, comment ça peut toucher, comment certaines primes présentes dans les conventions collectives, par exemple, vont pouvoir beaucoup plus facilement être supprimées par les employeurs. Comment les institutions représentatives du personnel vont être fragilisées, éloignées des salariés, alors qu'il y a un vrai besoin de proximité, notamment sur les conditions de travail. C'est tout ça qu'on souhaite vraiment détailler. Et du coup, donc cette rencontre de ce soir à Trappes, c'est auprès de vos militants, auprès de toutes les personnes qui veulent y assister ? Ça s'est organisé très vite, donc on a surtout diffusé l'information à nos militants. On l'organise également avec la FSU 78, parce que même dans la fonction publique, il y a de fortes inquiétudes et des mobilisations, puisque les collectivités locales, l'éducation sont quand même étranglées. Les hôpitaux sont dans un état déplorable, avec des personnels vraiment qui travaillent dans des conditions difficiles. Donc tous ces secteurs-là aussi ont des choses à exprimer. Et ce qui se fait aujourd'hui pour le privé, rien ne dit qu'on ne va pas le transposer dans le public après. Merci Sonia Porot d'avoir été avec vous. nous. Je le rappelle, secrétaire départementale de la CGT 78, de la CGT, qui appelle demain une mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail. Et pour être complet sur ce sujet, la grève va impacter également le trafic des transports en Ile-de-France et dans les Yvelines. Dès ce soir d'ailleurs, et pour la journée de demain, 2 trains sur 3 circuleront sur le RERC. Ce sont 3 trains sur 4 pour la ligne N sur l'ensemble du réseau. En revanche, la circulation devrait être quasi normale pour la ligne U. Une mobilisation qui pourrait concerner également les écoles, et les communes doivent s'organiser. Dans un communiqué, la ville de Bois d'Arcy s'engage notamment à faire le maximum pour assurer les services périscolaires et la restauration. Elle ne connaît pas pour le moment l'amplitude de ce mouvement. Et d'ailleurs, à la veille de cette mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail, un Yvelinois s'est exprimé sur le sujet. Benoît Hamon était l'invité de RMC ce matin. L'ancien député de la 11e circonscription regrette que les ordonnances n'offrent pas de réponse aux mutations en cours et à venir du travail. Pour lui, cela va créer plus de pauvreté et de précarité que d'emplois pérennes et épanouissants. L'ex-élu trappiste a également parlé de son mouvement, lancé récemment, le M17-17, qui contribuera, selon ses mots, au rassemblement de la gauche sociale et écologique. Début juillet, le gouvernement a rejeté la demande de fusion des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, un projet porté par les présidents de ces 2 collectivités, Patrick Devedjian et Pierre Bédier. Pour évoquer ce sujet, Nicolas Dandry est sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Le dossier se retrouve-t-il vraiment au point mort avec cette décision gouvernementale ? Alors Grégory, dans les faits, non. Le gouvernement a effectivement refusé de créer par décret un nouveau département issu de l'union entre le 92 et le 78, un acte administratif essentiel pour permettre l'aboutissement de ce projet. Mais Pierre Bédier et Patrick Devedjian peuvent néanmoins poursuivre les actions déjà engagées. Alors c'est un long processus, cette fusion Yvelines-Hauts-de-Seine. Pouvez-vous revenir sur les prémices de ce projet ? Alors rappelez-vous de ces images. Nous sommes en janvier 2016 lors des vœux de la nouvelle année. Une cérémonie commune présidée par Patrick Devedjian et Pierre Bédier pour annoncer la création au mois de mars d'un établissement public de coopération interdépartementale. Une structure dirigée par un conseil d'administration composé par l'ensemble des 88 conseillers départementaux. La première pierre du projet de fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Et quelles ont été les premières décisions prises pour cette structure ? Premier choix, la mutualisation des services comme l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental, le service adoption et l'archéologie préventive. Autre mesure, la création d'un aménageur public commun appelé Citalios pour conclure des marchés publics ensemble, ou encore l'installation d'un conseil interdépartemental du développement durable. Le conseil d'administration a aussi voté 2 budgets, 500 000 € en 2016 et 14 millions en 2017. Objectif de toutes ces mesures, vous le comprenez peut-être, réaliser des économies
et permettre de mener des politiques en commun. Alors ce projet rencontre des oppositions et pas seulement en provenance du gouvernement. Effectivement, en première ligne, on retrouve les députés de La République En Marche des Yvelines. Je vous propose d'écouter Bruno Millienne, le député de la 9e circonscription. Mes petits camarades de La République En Marche se sont livrés à une étude pour voir si ça avait un sens ou pas, quel était le département, des deux départements, celui qui en a tiré les plus gros bénéfices. Et visiblement, ce n'est pas forcément les Yvelines et notamment les territoires ruraux. J'ai le document, il est à la disposition des deux présidents s'ils veulent le recevoir. Ça serait plutôt au désavantage des territoires ruraux des Yvelines. Alors il y a une autre source d'opposition au sein même de la majorité départementale yvelinoise avec les conseillers départementaux comme Yves Vandeval qui, vous le voyez, salue sur sa page Twitter la décision du gouvernement, comme son collègue Philippe Briot. En fait, tous les deux sont opposés depuis le début du projet à cette fusion. Mais ça n'enlève à rien à la persévérance du président du département des Hauts-de-Seine qui se dit prêt à recourir par des moyens judiciaires quelques jours seulement après l'annonce du gouvernement. Merci Nicolas. Et pour conclure sur ce dossier, Pierre Bédier devrait évoquer le sujet mercredi lors d'un déjeuner presse. Après cette longue page politique, le contrôle aérien compte un nouveau venu. Un radar d'aviation civile est désormais installé à Palaiseau, sur le plateau de Saclay. Coût du chantier, 8 millions d'euros. Le projet permettra de guider les avions jusqu'aux aéroports franciliens. Camille Lambert. Rien ne lui échappe à 300 km à la ronde. Ce nouveau radar, inauguré le 8 septembre à Palaiseau, servira à guider les avions civils en région parisienne. Une structure indispensable qui couvre la moitié du territoire français. Ça va au niveau des Vosges, ça va au niveau de Brest pratiquement, au sud ça va du côté de Limoges pratiquement, donc au nord ça dépasse largement la France. Ce radar voit les avions, l'ensemble des avions qu'il y a dans le ciel et diffuse les images de ces avions sur des écrans qui sont situés devant les contrôleurs et donc les contrôleurs peuvent guider les avions sur des routes aériennes. Du haut d'une tour de 66 mètres de haut, il permettra de guider les avions jusqu'aux aéroports d'Orly ou Roissy-Charles de Gaulle. Au-delà de l'aspect pratique, ce projet symbolise aussi le rapprochement entre les Yvelines et l'Essonne. Ça rentre dans cette logique du développement du cluster Paris-Saclay qui est Yvelines-Essonne. Donc le cluster se développe sur 3 grands sites, je veux dire le sud du plateau de Saclay, là, dans l'Essonne, sur Palaiseau, Orsay et Gif, mais aussi sur Billancourt, puisque c'est très fortement lié aux activités économiques de recherche qu'il y a sur les Yvelines, et aussi à Satory. Un développement qui n'est pas du goût de tous. Quelques manifestants se sont rassemblés pour protester contre l'urbanisation du plateau de Saclay. La construction du radar a coûté 8 millions d'euros. 800 avions pourront être traités simultanément. Un souvenir de l'enfance maintenant, plus de 21 millions d'albums vendus, des aventures traduites dans 25 pays et toujours à l'école primaire avec sa mèche jaune et son célèbre Tcho. Titeuf revient dans un nouvel album. Son créateur Zep était à Rambouillet pour échanger avec le public. Mélanie Poquet l'a rencontré. Ça faisait 2 ans que l'album précédent était sorti, qui était une histoire complète. Cette fois, c'est de nouveau un retour aux fondamentaux de Titeuf. C'est un album de gags. Et donc ça permet de traiter plus de sujets. Quand c'est une histoire complète, on développe une idée sur une longue histoire. Là, c'est Titeuf qui papillonne. C'est ce que je préfère faire avec ce personnage, c'est sauter d'un sujet à un autre. Et l'album est déjà numéro 1 des ventes chez nous. Ouais, c'est chic. Le succès ne se dément jamais avec Titeuf? Pour le moment pas, donc c'est génial, je croise les doigts. Alors il y a des planches sensibles, notamment la première sur le regard des autres, des planches plus dures mais avec toujours un regard décalé sur l'actualité. On y trouve les migrants, l'état d'urgence, la pédophilie. En fait, vous suivez l'actualité tous les jours. Bon, c'est de l'actualité qui est large, qui a baigné un petit peu cette année. Mais c'est le cas depuis le début, en fait, dans Titeuf. Moi, j'avais envie de faire une bande dessinée contemporaine, une bande dessinée qui parle du monde dans lequel on vit, et puis oui aussi, j'avais envie que ce soit réaliste, même si mon dessin n'est pas réaliste, mais j'avais envie que ce soit une bande dessinée dans laquelle on retrouve les sujets contemporains, parce que je trouve que quand on est enfant, on a toujours cette idée que les enfants ne vivent pas dans le même monde que les adultes, et donc ils sont
qu'on peut leur cacher une partie de la réalité, ce qui n'est pas vrai. Les enfants, ils entendent tout, ils voient les infos, ils entendent, et même si on arrive à les préserver d'une partie de la réalité, leurs copains vont se charger de les briefer à l'école et de leur redire tout ce qu'ils ont raté. Donc ils ont besoin de parler de tout ça. Et Titeuf, il est là-dedans. Donc pour moi, c'est un mélange de... Enfin, c'est ce qui fait le quotidien, mais il n'y a pas des sujets importants, il n'y a pas des grands sujets, des petits sujets. Vu de l'âge de Titeuf, tout est sujet de curiosité. Mais il n'est pas plus inquiet du plan Vigipirate que de l'interro qu'il doit préparer en géographie. Ça fait partie de son quotidien, simplement. Alors Titeuf, justement, il a 25 ans cette année. Quel regard il porte sur le monde aujourd'hui ? Il faut le voir dans l'album. Je ne peux pas vous le résumer en une phrase, mais il porte un regard curieux. C'est ce qui est intéressant, en fait. C'est qu'il ne comprend pas et qui tente de comprendre. C'est peut-être ce qui le différencie des adultes. On ne comprend pas, mais on fait comme si on avait compris. Le sport, ce week-end, on jouait le 3e tour de la Coupe de France de football dans les Yvelines. Magny-les-Hameaux, club de 4e division de district, recevait le Blanc-Ménil en National 3, soit 8 divisions d'écart. Malgré une belle résistance, les Magnicois se sont inclinés 6-2. Retour sur la rencontre avec Mickaël Elnidoro. Les images sont signées Nicolas Dandry. Clap de fin pour Magny-les-Hameaux en Coupe de France. Le petit poussé yvelinois qui évolue en noir ce dimanche s'est incliné 6-2 au 3e tour de la compétition contre le Blanc-Ménil. Une équipe qui évolue 8 divisions au-dessus des Magnicois. Tactiquement, ils étaient au-dessus au niveau du quadrillage du terrain et tout, mais c'était très compliqué de les contenir. Il y avait des appels de partout. Il y a vraiment un niveau d'écart, ça se ressent. On savait à l'avance que ce serait difficile. Après, la logique, elle fait qu'à chaque fois, ils ont été réalistes devant le but. Et nous, de notre côté, on a fait ce qu'on a pu et on a pris du plaisir surtout. Les Magnicois ont même fait mieux que de prendre du plaisir sur le terrain. Malgré l'élimination, les joueurs ont réussi à faire douter leurs adversaires pendant la seconde période en inscrivant 2 buts sur coup de pied arrêté et en enchaînant plusieurs séquences de conservation du ballon. Dans notre schéma de jeu, dans notre construction de jeu, dans la conservation du ballon, ils pensaient qu'on allait balancer devant alors qu'on a essayé de construire. Et dans notre phase défensive, je pense qu'on les a pas mal gênés aussi. C'est une très très grande fierté de marquer, surtout que ils ne voulaient pas encaisser de but, ils en ont encaissé 2 aujourd'hui. Nous, ça nous fait du bien au moral pour le reste de la saison et voilà. Après cette parenthèse Coupe de France, les Magnicois devront se mettre rapidement dans le quotidien du championnat. Ils affronteront dès ce dimanche 17 septembre le club de l'US Yvelines lors de la première journée de D4. Objectif, monter à la fin de la saison. Défaite de Magny-les-Hameaux, donc les autres clubs yvelinois n'ont pas été à la fête non plus. 4 clubs 50 ans en Yvelines ont été éliminés ce dimanche. Trappes a perdu à domicile contre Colombes, tout comme Montigny-le-Bretonneux, défait par Lemay sur le même score, 4-1. Voisin-le-Bretonneux s'est incliné à Villetaneuse. Côté victoire, Plaisir a dominé la Colombienne et Versailles l'a emporté sur la pelouse de Noisy-le-Grand. Le championnat interrégional de padel se déroulait ce dimanche 10 septembre au Padel Club de Bois d'Arcy. Une vingtaine de participants originaires de plusieurs régions de l'ouest de la France étaient présents. Objectif, la qualification au championnat de France et découverte de cette compétition avec Nicolas Dandry. 50% de tennis, 50% de squash. Vous obtenez le padel, un sport de raquette opposant 2 équipes de 2 joueurs. Le but du jeu, déstabiliser l'adversaire dans les échanges pour marquer des points. La particularité, c'est qu'on est entouré par des parois en verre. Et du coup, on va avoir la possibilité en fait, de remettre la balle dans le court adverse en s'aidant du mur. Cette activité attire beaucoup de joueurs de tennis. C'est le cas d'Élodie et Marie du club Padel Arena de Rouen. Pour elle, le tournoi s'arrête en demi. Ces 2 tenniswomen poursuivent leur adaptation aux techniques du padel. C'est vraiment un sport qui est complémentaire mais très différent au niveau de la stratégie justement. Donc notre stratégie c'était justement de ne pas jouer tennis et de jouer padel. Exactement. Donc ralentir le jeu et voilà, s'amuser avec les vitres, le grillage, etc. Anciens tennismen, les frères Maigret, ils représentent le Padel Club de Bois d'Arcy. À l'échauffement, ils préparent leur demi-finale. La victoire donne accès au championnat de France. Ils peuvent compter sur leur complicité. Voilà, en tant que moi grand frère, ça me fait toujours plaisir de partager des moments, des bons moments comme des moins bons de temps en temps aussi, suivant les résultats, voilà, dans un sport avec lui. On sait quand il faut s'encourager, on sait quand il faut
quand il faut essayer de motiver l'autre, quand on sait quel type de balle il va jouer. Donc c'est automatique, on ne l'a pas travaillé, quoi, c'est naturel. Qualifiés en finale, Julien et Adrien ont ensuite remporté le tournoi. Ils sont assurés de participer au championnat de France prévu à Valenciennes les 22, 23 et 24 septembre. Et puis, il n'y avait pas que du sport ce week-end, mais aussi un rendez-vous habituel du début du mois de septembre. Les forums des associations se déroulaient principalement ce samedi et dimanche. C'était le cas pour les 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines, dont Voisin le Bretonneux, que vous voyez en image. Le but, rencontrer les bénévoles de sa commune ou encore s'inscrire pour une activité culturelle et sportive. À plaisir, pour la première fois, 2 événements distincts étaient rassemblés. Le Forum des associations et la Fête des sports. Au total, 110 stands étaient sur place pour plus de 3000 visiteurs. Un succès que la ville a décidé de reconduire pour les prochaines années. On est ravis parce qu'il y a eu un monde très important sur l'ensemble de la manifestation, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, dans le Palais des Sports, mais aussi au niveau du village. On avait installé des food trucks pour pouvoir manger aussi pendant cette manifestation. Donc on est très contents, vraiment très contents de cette... Et on a fait une petite enquête rapide auprès des habitants, mais aussi auprès des associations. Et on s'est rendu compte qu'il fallait garder cette méthode. On gardera ça pour l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.